Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est toujours en direct de Bosnie-Herzégovine à Mostar, une ville de Bosnie, très connue pour ce qui a pu se passer ici d'un point de vue historique et malheureusement d'un point de vue de la guerre il y a maintenant 30 ans. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, tu le sais très bien, on va parler de bourse et on va surtout je vais citer 7 arguments qui font que la bourse est bien meilleure que d'autres types d'investissements et notamment l'immobilier. J'ai pas mal comparé la bourse à l'immobilier dans cette vidéo. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille ensemble se poser sur la terrasse où on sera beaucoup plus à l'aise et où je vais pouvoir te citer ces 7 avantages. Et même, j'ai envie de dire, gros avantages, parce que tu vas voir, ce sont vraiment, selon moi, 7 arguments qui font que la bourse est bien au-dessus de l'immobilier. Là-dessus, on tirera bien évidemment les conclusions à la fin de cette vidéo. Mais tu vas voir que c'est loin d'être négligeable. Évidemment, ce n'est pas que les 7 seuls et uniques arguments en faveur de la bourse. Il y en a également plein en faveur de l'immobilier, évidemment aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de te partager 7 points de réflexion sur tes investissements. Donc d'abord, en guise d'introduction, je regardais une petite étude il n'y a pas très longtemps. J'espère que tu me vois bien, qu'il n'y a pas de contre-jour. Je regardais une petite étude alors, sur le marché américain. Mais bon, voilà, on est sur un marché, je n'ai pas envie de dire similaire au marché français, loin de là. Mais qui nous permet de tirer quand même quelques traits intéressants. Puisque tu vas voir, c'est une tendance qui peut se comprendre facilement en France. Je voyais que alors je l'ai noté ici, que sur les 10% de familles qui gagnent le plus d'argent aux États-Unis, 92% d'entre elles détiennent des actions. Donc là, tu vois que ça semble assez logique, hein, malheureusement, ou pas, entre guillemets, les riches détiennent une plus grosse proportion d'actions que les pauvres. Souvent, les pauvres ne savent même pas ce qu'est une action. Ça vous paraît peut-être fou, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes déjà éduqués sur l'investissement, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est une action. Ils ne savent pas vous donner une définition. Ils ne savent pas vous dire que c'est un titre de propriété, que c'est un morceau de l'entreprise que vous détenez. Eux, ce qu'ils vont vous dire, c'est « Ah ouais, tu prends l'argent de l'entreprise et c'est pas bien parce que tu n'as pas travaillé dans l'entreprise. » Ok, ils prennent des conclusions et des raccourcis très rapidement. Donc, ils ne savent pas réellement ce que c'est une action. Et également, je lisais sur cette étude qu'en 2021, les 10% d'Américains les plus riches avaient en moyenne en portefeuille 969 000 dollars de actions. Donc, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu. J'ai pas l'âge moyen de ces 10% de personnes les plus riches. C'est sûr que si elles ont 20 ans ou 60 ans, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'était intéressant de voir que le point médian, c'était 969 000 dollars d'investis dans des actions. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui, quels sont les 7 gros avantages en faveur de la bourse? Je vais commencer par le premier qui intéresse le plus d'investisseurs, c'est la performance. Évidemment, quand on investit, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un ratio entre la performance qu'on va obtenir et le risque qu'on va prendre. Et quand on regarde des études, alors voilà, je vais peut-être t'en mettre une à l'écran tout de suite, voilà, que tu pourras regarder. J'en ai cité plein également dans mon livre, La magie des dividendes, que tu pourras retrouver dans la barre de la description ci-dessous. Mais quand on regarde plein d'études aussi bien sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, les actions, et plus spécifiquement les actions qui versent des dividendes, sont de loin l'actif qui génère le plus de performance devant les actions sans dividendes également, mais devant les obligations, devant le cash, devant l'immobilier, devant tout ce qui se collectionne. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Devant le cash, je sais pas si je l'ai dit, devant l'or, bref. Devant tout en fait, tout simplement. Donc on a des chiffres qui vont entre 8 et 10%, ça dépend si on regarde depuis 1957, si on regarde depuis 1926, si on regarde sur les 200 dernières années. C'est vrai que les indices n'étaient pas les mêmes, la façon dont fonctionne la bourse n'était pas la même chose, l'économie n'était pas la même chose. Donc tout dépend sur quelle longueur on regarde et ce qu'on considère comme étant plus ou moins adapté à ce qu'on peut voir aujourd'hui en 2021. Mais la conclusion quand même de toutes ces études, peu importe la durée sur laquelle on le regarde et peu importe le montant de pourcentage final qu'on en ressort, c'est que ça reste beaucoup plus performant que tous les autres actifs et dont l'immobilier évidemment. Je ne sais pas si je te l'ai dit, je t'ai dit en introduction que j'allais beaucoup comparer à l'immobilier. Les actions à dividendes et les actions même tout court sont plus performantes que l'immobilier, alors que ça marche pour les États-Unis, ça marche aussi pour la France. Ok, donc ça c'est le premier point. Historiquement parlant, les actions sont plus performantes que toutes les autres classes d'actifs. Le deuxième point, c'est la liquidité, notamment par rapport à l'immobilier. Là, c'est un très bon exemple, tu le sais très bien comme moi. Acheter un bien immobilier ou revendre un bien immobilier, c'est quelque chose qui est pénible. C'est-à-dire que notamment en France, ça prend un grand minimum de mois si on achète cash, 3 mois en moyenne, et souvent un peu plus si on tombe sur l'été, si on tombe sur les fêtes, si on tombe sur un petit problème avec la banque parce que le prêt n'a pas été débloqué à temps, etc. etc. Donc c'est très long et c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux revendre un bien, c'est chiant, c'est long. Alors qu'en bourse, tu veux revendre un bien, le temps d'avoir réalisé cette vidéo-là, ça fait 4 minutes que je tourne. J'aurais pu déjà revendre et acheter énormément d'actions. Ça se fait en quelques clics. Donc c'est très simple. Et même si la bourse n'est pas ouverte, de New York, de Paris, peu importe la bourse, on peut passer des ordres after market comme on dit, en dehors des heures d'ouverture. Donc généralement les conditions sont moins bonnes, il y a moins d'offres finalement. Donc logiquement les cours peuvent s'exécuter dans de moins bonnes conditions, mais ça reste possible. Donc très 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 liquide comparé à l'immobilier. Donc très gros avantage, surtout si on veut récupérer son cash rapidement. Troisième point, ce sont les coûts de transaction. Alors
Encore une fois, avec l'immobilier, c'est très facile de taper dessus. Les frais de notaire. Les frais de notaire, minimum 8%, parfois un peu plus sur les petites transactions. Ça représente beaucoup d'argent. Tout de suite des dizaines de milliers d'euros, de dollars, peu importe la devise. Donc voilà. Sauf si vous êtes en Estonie, où j'habite et où les frais de notaire sont de l'ordre de quelques centaines d'euros. Vous avez bien entendu, quelques centaines d'euros. C'est un coup de CB, c'est terminé. Donc c'est vraiment très très simple. En France, vous allez tout de suite payer des 8 000, des 10 000, des 15 000, des 20 000, des 30 000, des 50 000. Ça dépend de la taille du projet que vous allez acheter. Sur un immeuble, ça peut voilà, coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça fait, excusez-moi l'expression, très mal au cul. En bourse, les frais de transaction, c'est quoi? C'est, allez, grand maximum 10 dollars si vous avez un gros ordre à passer, de plusieurs dizaines de milliers de dollars à passer. Mais généralement, vous allez vous en sortir pour 5 dollars, parfois même avec certains courtiers 1 euro, 2 euros, 0 pour ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de commission, même s'il y a une commission cachée qui est que le cours d'exécution est un cours d'exécution moins bon que le prix de l'action en réalité. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Là, les frais de transaction, ça n'a rien à voir. En bourse, c'est entre guillemets gratuit, surtout quand on compare à l'immobilier. Ou quand on compare au temps d'avant où ça coûtait beaucoup plus cher d'investir en bourse. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est devenu très facile. Donc ça, c'était le troisième point, les coûts de transaction. Le quatrième, c'est que il y a beaucoup moins de travail. C'est-à-dire que en immobilier, si tu investis dans l'immobilier, je le fais également, eh bien, il faut gérer les rotations de locataires, il faut gérer l'entretien du bien, il faut, je parle même pas du processus d'achat, là, je parle de quand on a déjà le bien. Donc voilà, il faut faire du social parfois, un locataire qui nous appelle, qui nous dit ci, qui nous dit ça, bref. Si tu es propriétaire et que tu loues des appartements, tu vois ce que je veux dire. Parfois, on joue un peu également au rôle de, voilà, on fait du social. Et ça, c'est uniquement pour la gestion, comme je te disais. Le processus d'acquisition également d'un bien immobilier, c'est pénible. Enfin, voilà, c'est long. Il faut trouver le bien, il faut le financer, il faut gérer les travaux, être présent sur place, la compta, la fiscale, la création d'une SCI potentiellement, démarcher les banques, faire un dossier, bref. Tu vois ce que je veux dire? C'est long. Avec une action en bourse, eh bien, une fois qu'on a acheté l'action, il faut évidemment l'analyser. Je dis pas que ça va pas prendre de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que c'est fait, on peut encaisser les dividendes, on peut voyager. Tout comme moi, je suis ici en Bosnie, à Mostar. Voilà, j'ai perçu des dividendes, je crois, il y a 2 jours. Je n'ai rien fait pour cela. J'ai pas fait du social avec les clients de chez McDonald's. Alors je dis pas que j'ai du McDonald's, hein, c'est un exemple au hasard. J'ai pas entretenu la boutique de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées parce qu'il y a une petite fuite ou un dégât des eaux. J'ai pas, tu vois ce que je veux dire. J'ai encaissé, peu importe où je suis dans le monde, et ça a été très simple. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu et je n'ai même rien su. Donc ça, c'est excellent. On a beaucoup moins de travail. 5e point, c'est la diversification facile. En immobilier, et je vais retaper dessus parce que tu l'as compris depuis le début, je compare à l'immobilier. Eh bien, en immobilier, généralement, on va acheter un type de produit dans un secteur particulier. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils commencent à faire de la location pour étudiants, ils vont acheter que des studios. Ils vont potentiellement faire que de la colocation, ils vont acheter du T3, du T4 ou des maisons. Ils vont potentiellement acheter que des immeubles. Ils vont potentiellement acheter que, je sais pas, des terrains, bref, ou des parkings, peu importe. Souvent, les gens, ils ont une tendance à se spécialiser parce qu'une fois qu'on a commencé quelque chose et qu'on commence à acquérir des connaissances, c'est beaucoup plus simple de se dire, je continue. J'ai acheté un parking, je sais comment ça marche, j'en rachète 10, j'en rachète 20. J'ai acheté des immeubles, je sais comment ça marche, j'en fais 10, j'en fais 20. J'ai acheté des terrains pour construire, je sais comment ça marche, je fais que ça. Bref, souvent les gens se spécialisent assez rapidement et dans un seul secteur. Si tu habites aujourd'hui, je sais pas, à Toulon, à Brest ou à Paris, eh bien tu vas te focaliser sur ton secteur parce que tu habites là, donc c'est facile, tu connais ton marché, tu connais t'as ton réseau, tes artisans, ton notaire, ton comptable, donc c'est facile. Donc tu as une diversification qui est très limitée dans le sens où tu investis que dans une seule ville souvent et sur un seul type de produit. Alors évidemment, c'est pas strict, hein. Il y a des gens qui investissent partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, qui diversifient également les types de produits et c'est très très bien. Mais la grande majorité des investisseurs, malheureusement, se concentrent sur un truc en particulier. En bourse, c'est très facile de diversifier à outrance, voire trop. C'est-à-dire que les gens, ils veulent investir dans tout et n'importe quoi. Ils ont des portefeuilles tout petits à 5 000, à 10 000 euros avec 40 positions. Ça sert à rien, c'est trop diversifié, vos lignes sont trop petites. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut quand même diversifier très facilement dans le monde entier, dans plein de secteurs différents, puisqu'il y a 11 secteurs aujourd'hui officiellement en bourse. Donc on peut diversifier dans la santé, dans la nourriture, dans l'énergie, le pétrole, dans l'armement, dans tout ce que vous voulez en fait, dans tout ce qui est autour de nous dans la société. Et on a une diversification qui est immédiate et même au sein même des entreprises. Puisque si tu investis demain dans LVMH, eh bien eux aussi ont diversifié dans l'entreprise. Ils sont présents en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ils ont des devises différentes dans leur compte en banque. Ils ont diversifié également. Donc on a vraiment une diversification qui est immédiate. Et notamment si vous investissez dans des foncières, puisqu'on parle d'immobilier, dans des foncières cotées, eux aussi vont diversifier. Ils vont potentiellement avoir des immeubles un peu partout sur le territoire dans lequel ils sont. Si c'est aux États-Unis par exemple, etc., etc. Donc on a une diversification qui est immédiate. Et on sait tous très bien, une diversification permet de réduire ses risques. Donc ça, c'était le 5e point. Le 6e point, c'est que si ça pue,
c'est très facile de se débarrasser de ce qui pue si on est investi en bourse, contrairement à l'immobilier. À l'immobilier, à quoi je pense là, il y a 2 jours, il y a 3 jours, maximum une semaine, j'ai appris que une de mes locataires malheureusement était décédée. Donc pas dans l'appartement, elle a fait des rechutes d'un cancer qu'elle avait déjà eu auparavant, et là elle a eu une tumeur au cerveau, et elle est tombée dans un coma, et voilà, elle s'en est pas sortie, ça a été très très vite. Alors un locataire qui meurt, bon, ça n'a pas été très compliqué dans cette situation parce que sa fille a été très réactive et que je lui ai laissé le temps de débarrasser l'appartement, on va régulariser la situation et tout va se passer très bien. Mais ce sont des problèmes à gérer. S'il y a un incendie dans votre appartement, dans votre immeuble, bon, on a des assurances pour ça, mais on sait très bien comment ça va se passer. Il va falloir aller voir l'assureur, il va nous dire oui, mais si, mais ça va prendre du temps et l'argent et blablabli et blablabla. Il faut qu'on décèle quelle est l'origine de l'incendie, il faut qu'il y ait un expert, il faut que bla. Bon, voilà, t'as compris ce que je voulais dire. C'est une catastrophe naturelle, pareil, on en voit de plus en plus. Alors, je sais pas si on en voit de plus en plus, mais on en entend de plus en plus dans les médias en tout cas. Nuance, voilà, glissement de terrain, je sais pas, grosse intempérie, vent violent, etc., etc. Pareil, c'est relou. Donc aujourd'hui, si impayé, bref, on peut imaginer tout ce qu'on veut dans l'immobilier. Si ça pue, bah, se débarrasser de son bien immobilier, ça va être relou. Je pense également à un autre problème que j'ai eu dans l'immobilier. Un propriétaire qui avait porté plainte contre le syndic. Et en fait, dès qu'il y a une plainte contre le syndic, revendre son bien dans ces conditions, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça fait peur déjà aux acheteurs, et puis tu es censé le notifier précisément sur l'annonce du bien sur le bon coin, comme quoi ta copropriété est en litige. Elle a un procès et un litige en gros. Et donc ça fait fuir aussi beaucoup de personnes qui vont même pas visiter. Donc bref, quand ça pue en immobilier, c'est chiant. Se débarrasser du bien, c'est pas facile. On va s'en débarrasser potentiellement dans des conditions dégueulasses parce que l'acheteur, il va négocier, il va acheter ce risque avec, donc il va vouloir une décote pour assumer ce risque à votre place. Alors qu'en bourse, bon, ça pue, on n'aime plus ce qui se passe avec l'entreprise, on clique, hop, c'est terminé, on s'est débarrassé de l'entreprise avec moins-value, avec plus-value, peu importe, tout dépend du moment auquel vous avez revendu, mais on peut se débarrasser beaucoup plus facilement du poisson qui pue, d'accord? 7e point et dernier point de cette vidéo, c'est le coût d'entretien du patrimoine. En bourse, zéro. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui vont entretenir le patrimoine qu'elles détiennent. Alors évidemment, ça peut se ressentir indirectement sur ce que vous allez percevoir en dividende, parce que forcément, si elle doit dépenser plus d'argent l'entreprise pour mettre à jour, on va dire, ses équipements, ce qu'on appelle les capex, les dépenses en capitaux, mettre à jour entretenir ses bâtiments, ses véhicules, tout ce que vous voulez, bah forcément, c'est des bénéfices qui vont être réalisés en moins, beaucoup moins de marge, et donc potentiellement moins de bénéfices, moins de dividendes, pardon, versés aux actionnaires. Mais ça, vous le ressentez pas directement, ce que je veux dire. Alors qu'en immobilier, eh bien, il y a énormément de choses à entretenir, et surtout, enfin, de coûts d'entretien, on va dire. Taxe foncière. C'est pas vraiment d'entretien, mais voilà, le coût de maintien, on pourrait dire ça plutôt, le coût de maintien du patrimoine. Les taxes foncières chaque année. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? L'assurance chaque année à payer, justement pour une assurance qui potentiellement vous embête quand il faut s'en servir. L'entretien de l'immeuble, etc., etc. En bourse, pour détenir vos actions, aucun frais de garde. Si votre courtier, bon, il y a des courtiers qui peuvent vous facturer des frais de garde, mais ça n'existe plus en 2021 normalement. Si vous avez un bon courtier, vous n'avez pas à payer de frais de garde. Donc aujourd'hui, détenir votre patrimoine financier avec des actions à dividendes, ça doit vous coûter 0 chaque année. Alors que en immobilier, on sait très bien que ça nous coûte. Il faut changer un chiotte, il faut changer une porte d'entrée parce que la clé a été perdue ou la clé... Bref, plein de trucs comme ça. Vous voyez ce que je voulais dire? Encore une fois, si vous faites de l'immobilier, vous me comprenez. Les taxes foncières, les assurances, etc., etc. Donc, est-ce que cette vidéo, c'était, on va dire, une attaque contre l'immobilier? Évidemment que non. Si j'ai investi dans l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est également très bien pour d'autres raisons qu'on ne va pas citer dans cette vidéo. C'est du patrimoine tangible qui est là, etc., etc. Mais la réalité est que dans un souci de tranquillité d'esprit et de performance, les actions sont indéniablement les meilleurs outils, les meilleurs actifs aujourd'hui pour générer de la performance avec un ratio de tranquillité qui est vraiment au max. Et selon moi, il n'y a pas plus passif, hein. J'en avais fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas plus passif aujourd'hui que les investissements en bourse. On peut être partout dans le monde, en Chine, en Bosnie, en Argentine, ce que vous voulez, et toucher des dividendes. Alors qu'en immobilier, on sait très bien que de temps en temps, il faut quand même être un minimum là pour tout entretenir. L'immobilier, c'est moins volatile. Par contre, on sait très bien, la bourse peut être plus volatile, surtout s'il y a une correction. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas ci-dessous. Je pense que c'était vraiment 7 gros arguments. Le premier, la rentabilité, la performance. Le deuxième, la liquidité. Le troisième, les coûts de transaction. Quatrième, qui est beaucoup moins de travail. Le cinquième argument, la diversification immédiate. Le sixième argument, le fait que si ça pue, on peut se débarrasser rapidement de cet actif. Et le septième argument, le coût d'entretien du patrimoine ou de maintien du patrimoine. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Ça me ferait un plaisir d'avoir des avis contradictoires. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord?
N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis qui sont investisseurs, qu'ils soient en bourse ou en immobilier, il n'y a aucun souci là-dessus. Pose-moi tes questions dans les commentaires si tu en as, me fera un plaisir d'y répondre et abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu peux également lire la barre de description dans laquelle beaucoup d'informations pourraient t'intéresser sur tout ce qui est investissement en bourse. Mon livre papier best-seller de 704 pages dans lequel je te partage toute ma stratégie de A à Z, de la formation vidéo, du service mensuel, de la formation gratuite, du séminaire présentiel. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. Tout est dans la barre de description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo pour ton assiduité et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.